Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous tous également et bienvenue aujourd'hui dans cette formation qui sera consacrée à la conduite à tenir en cas de forte chaleur. Les objectifs de cette formation sont de vous inciter à dépister les résidents à risque. Afin de mettre en place des mesures pour protéger vos résidents des coups de chaleur. Mais aussi de rechercher les signes de gravité afin d'alerter le plus rapidement possible. Vous le savez, nos résidents en EHPAD sont particulièrement exposés au risque vital du coup de chaleur, qui est en fait une forme d'hyperthermie. Tout simplement parce que leurs capacités de lutte contre la chaleur sont limitées. Et leur transpiration diminuée, du fait du vieillissement physiologique d'une part, mais aussi de certains traitements. Et cela d'autant plus qu'ils présentent souvent des risques de vulnérabilité. Parce qu'ils sont porteurs de maladies chroniques ou qu'ils prennent certains médicaments, notamment les diurétiques. Ou qu'ils présentent une perte d'autonomie ou des troubles cognitifs qui les fragilisent. Et les empêchent de faire face à la dépense énergétique nécessaire à la transpiration. Par ailleurs, il faut savoir que physiologiquement, les personnes âgées présentent une capacité réduite d'adaptation à la chaleur. Qui va se caractériser d'une part par une réduction de la perception de la chaleur, mais aussi des capacités de transpiration et de la sensation de soif. Et si en plus vous rajoutez une fonction rénale altérée, tout est réuni pour faire de vos résidents des personnes particulièrement fragiles et vulnérables. Alors, on va faire un petit peu de physiopathologie pour essayer de comprendre comment l'organisme lutte contre une chaleur excessive. Quand il fait chaud, les pertes de chaleur se font au niveau de la peau par deux mécanismes principaux. Le premier mécanisme, c'est l'évacuation passive de la chaleur cutanée. Par augmentation du débit cardiaque qui apporte plus de volume de sang à rafraîchir à la surface de la peau. Et le deuxième mécanisme qui est le plus important est l'évacuation active par évaporation sudorale. La sueur produite rafraîchit le corps quand elle s'évapore à la surface de la peau. Il est extrêmement important de comprendre que c'est l'évaporation sudorale et non sa production qui fait baisser la température corporelle. Mais cette évaporation nécessite beaucoup d'énergie. Et en cas de vague de chaleur, le mécanisme par évaporation devient presque exclusif et assure 75% de la thermolyse, contre 20% en temps normal. À condition bien sûr que la personne soit capable de produire de la sueur et de l'évaporer. Donc, premier élément important, il ne faut pas que votre résident soit déshydraté. Et deuxième élément, il faut que l'air qui entoure votre résident soit aussi sec que possible au contact de la sueur. Vous comprenez maintenant le rôle joué par les ventilateurs ou les courants d'air qui améliorent l'évaporation sudorale en chassant la vapeur d'eau produite. Par ailleurs, chez les personnes âgées, le nombre de glandes sudoripares est diminué. Et en cas de vague de chaleur, diurne et nocturne, ces glandes sont stimulées en permanence et elles s'épuisent au bout de quelques jours, entraînant ainsi une chute de la production de sueur. Et la température corporelle centrale augmente du fait essentiellement de la réduction des capacités de thermolyse par évaporation. Tous les éléments de physiopathologie que l'on vient de vous donner vous permettent de comprendre pourquoi il est important d'anticiper le risque caniculaire. Car, dixit Talleyrand, quand c'est urgent, il est déjà trop tard. Cela étant dit, nous allons voir maintenant quelles sont les mesures que vous devez prendre pour anticiper, mais aussi pour gérer le risque caniculaire. Alors, en ce qui concerne l'anticipation, votre médico doit, en collaboration avec toute l'équipe, établir un protocole de fonctionnement. Adapté à chaque niveau de réponse du plan canicule. Et de préférence avant l'arrivée de la chaleur pour que tout le monde ait le temps de se retourner. Il faut noter que ce protocole doit être réalisé dans le cadre du plan bleu de l'EHPAD. Il doit permettre d'identifier clairement les risques des résidents et de les regrouper par type afin d'anticiper et d'individualiser les réponses. Il doit permettre aussi de définir quels sont les aménagements à apporter aux locaux et quelles adaptations de fonctionnement vous devez mettre en place. Pour protéger de la chaleur les résidents, bien sûr, mais aussi les personnels, tant qu'à faire.
Il doit détailler également non seulement les mesures de prévention collective, mais aussi les mesures spécifiques destinées aux personnes à plus fort risque de décompensation. Vous devrez aussi vous assurer que le matériel nécessaire à ce protocole sera disponible et opérationnel pendant la période à risque. Alors, c'est bien d'avoir un protocole, à condition que celui-ci soit non seulement accessible, mais aussi connu et compris par l'ensemble des intervenants dans l'établissement. Alors maintenant, en pratique, comment allez-vous aménager vos locaux afin de protéger vos résidents avant l'arrivée des grosses chaleurs? Alors, pour cet aménagement des locaux, pensez à vous faire aider par l'agent de maintenance qui, théoriquement, connaît bien l'établissement. Tout d'abord, vous allez vérifier qu'il est possible d'occulter les fenêtres et les surfaces vitrées des espaces collectifs. Vous allez aussi prévoir des dispositifs pour arroser les façades les plus exposées au soleil, celles qui sont en plein sud en particulier. Vérifiez que vous disposez de zones d'ombre à l'extérieur des bâtiments, comme des stores, des toiles tendues ou des parasols. Essayez de repérer les pièces les plus difficiles à rafraîchir et assurez-vous qu'il existe une pièce climatisée ou restant fraîche pour accueillir les personnes âgées. Pensez à faire vérifier la climatisation pour que vous ayez une température moyenne inférieure ou égale à 25 degrés dans au moins une grande pièce de l'établissement. Vérifiez aussi qu'il existe des thermomètres permettant de mesurer la température des pièces. Vérifiez également par la même occasion le fonctionnement des réfrigérateurs et des congélateurs. Alors maintenant, en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de l'EHPAD, vérifiez qu'il est possible de provoquer des courants d'air au sein de la résidence sans risque de nuisance. Et sans risque de défenestration pour le résident, qu'elle soit accidentelle ou volontaire. Effectivement, c'est mieux. Voilà, on a fait le tour des éléments que vous devez impérativement vérifier et de préférence préventivement avant l'arrivée de la chaleur, tant qu'à faire. Et nous allons voir maintenant quelle est la conduite à tenir en cas de vague de chaleur. Alors, Nathalie, cette conduite à tenir va être pilotée par le médecin coordinateur en fonction des niveaux de vigilance que l'on vous rappelle brièvement. Tout d'abord, le niveau 1, qui est le niveau de veille saisonnière. Et il correspond à la couleur verte sur la carte de vigilance météorologique. Ce niveau est en fait activé automatiquement du 1er juin au 31 août de chaque année. Le niveau 2, qui est le niveau d'avertissement de chaleur. Ce niveau correspond à une phase de veille renforcée et il permet aux différents services de se préparer à une montée en charge en vue d'un éventuel passage en niveau 3. Le niveau 3 correspond lui au niveau alerte canicule. Il est déclenché par le préfet sur la base de la vigilance orange de Météo France et il oblige les établissements accueillant des personnes âgées à déclencher les plans bleus. Il permet la mobilisation de tous les acteurs territoriaux et notamment la mobilisation de la permanence des soins ambulatoires. Ainsi que la mobilisation des services de soins infirmiers et bien d'autres. Pour ce qui concerne le niveau 4, il permet de déclencher la mobilisation maximale et il correspond à une vigilance météorologique rouge. Alors, ce niveau 4 correspond en fait à une canicule avérée et exceptionnelle, très intense et durable, avec apparition d'effets collatéraux dans différents secteurs. Comme la sécheresse, avec difficulté d'approvisionnement en eau potable et saturation des hôpitaux. Mais Dieu merci, ça reste quand même exceptionnel. Mais en toute logique, vous devriez aussi vous préparer à y faire face. Donc, nous revenons à notre indispensable médecin coordinateur. Absolument. Qui, en fonction du niveau d'alerte, du niveau 1 au niveau 4, va déclencher, coordonner et évaluer les mesures qui ont été inscrites dans le protocole d'établissement. Pour cela, vous devrez bien sûr vous tenir informé quotidiennement du niveau de vigilance. Et en cas de vague de chaleur, vous devrez vous préoccuper de la gestion des fenêtres que vous protégerez du soleil par des surfaces opaques ou réfléchissantes. Comme par exemple des couvertures de survie. Et si vous êtes amené à ouvrir les fenêtres pour favoriser les courants d'air par exemple, et si dans le même temps vous avez une alerte liée à la pollution atmosphérique, il faut savoir que la lutte contre la chaleur est
prioritaire. Il faut donc continuer à favoriser les courants d'air, même si l'air est plein de monoxyde de carbone. Entre asphyxier ou dessécher, on a choisi pour vous. Pour les endroits qui ne sont pas climatisés, vous pouvez les refroidir par évaporation d'eau en mettant un linge humide devant une fenêtre ouverte. Et de préférence, une serviette de bain et vous la remouillez dès qu'elle est sèche. Mais vous pouvez aussi placer un pain de glace ou un sac de glaçons dans le courant d'air créé par un ventilateur par exemple. Pensez aussi à verser régulièrement de l'eau le soir après le coucher du soleil sur les terrasses, les balcons ou les appuis-fenêtres. Et si malgré tous vos efforts la chaleur reste élevée, réunissez les résidents dans les pièces les plus fraîches. À côté de cela, vous devrez prévoir la mise à disposition de points d'hydratation supplémentaires. Avec mise à disposition de boissons fraîches et de fruits frais. D'ailleurs, votre cuisinier pourra également être mis à contribution afin d'adapter les menus d'été. Il devra favoriser les repas froids en privilégiant les fruits et les crudités. Mais aussi les repas susceptibles d'apporter des sels minéraux comme les soupes et le pain. Proposez au goûter des sorbets, des glaces, des salades de fruits frais et n'hésitez pas à fractionner les apports. Vous devrez également assurer le rafraîchissement et la ventilation au niveau de la peau chez l'ensemble des résidents. Soit par une brumisation d'eau régulière avec un brumisateur ou un pulvérisateur d'eau, soit par la pose d'une lingette humide, éventuellement rafraîchie au réfrigérateur, en essayant de l'associer à une ventilation. Pensez aussi à humidifier la bouche. Avec des rinçages de bouche et une pulvérisation d'eau régulière. Vous devrez également faciliter et recommander les douches. Alors Nathalie, j'aimerais qu'on revienne juste un instant sur les pulvérisateurs d'eau réutilisables. Ils doivent faire l'objet d'un protocole précisant leur nettoyage et leur changement d'eau quotidien. Afin d'éviter de brumiser une eau stagnante. Vous voyez le genre d'eau trouble avec plein de germes. Bon, je plaisante, d'accord, mais je vous assure que sans protocole précis de changement d'eau, tout peut se voir. Donc, pour mener à bien votre mission de rafraîchir vos résidents, vous devrez disposer d'un nombre suffisant de ventilateurs, de brumisateurs ou de pulvérisateurs, de serviettes légères ou de lingettes à humecter d'eau. Et si je peux me permettre une recommandation, n'attendez pas qu'il fasse 35 pour vous préoccuper du nombre de ventilateurs ou de brumisateurs en état de marche, car il sera trop tard. En ce qui concerne maintenant les recommandations concernant les vêtements, recommandez le port de vêtements amples et légers et, si nécessaire, en mettre à disposition. À ce propos d'ailleurs, proposez aux résidents de se munir d'un trousseau estival qui privilégie les tenues en coton légères, larges et de couleur claire, ainsi que le port d'un couvre-chef lors des sorties. Pour les apports de liquide, il faudra vous assurer des apports d'eau et de sel en quantité suffisante pour les résidents, mais aussi pour les personnels. Au minimum 1,5 litre par jour, comprenant des soupes, des potages et des tisanes, et évitez les boissons à forte teneur en caféine comme le café, le thé ou les colas. Ou très sucrés comme les sodas ainsi que les boissons alcoolisées. Afin de faciliter votre travail dans la distribution de boissons, il serait bon que vous puissiez répartir les résidents en 3 groupes. Le premier groupe sera composé des résidents capables de boire seuls, résidents qu'il suffit juste de stimuler et d'organiser la surveillance. Le deuxième groupe sera composé de résidents qui nécessitent une aide partielle ou totale, car il est important d'organiser l'aide pour qu'ils puissent consommer au total environ 1,5 litre d'eau par jour. Et troisième groupe, enfin, les résidents ayant des troubles de déglutition, et pour ces derniers, vous devrez utiliser de l'eau gélifiée et des yaourts. Vous devrez signaler également au médecin traitant ou au MEDCO les résidents dont les prises sont insuffisantes afin d'envisager une hydratation sous-cutanée ou intraveineuse. À cet effet, vérifiez régulièrement vos stocks de solutés de perfusion, ainsi que le nombre et le fonctionnement des thermomètres médicaux non frontaux. Si vous aviez prévu une sortie ce jour-là, ça arrive, et que votre médecin juge qu'il n'y a pas lieu de l'annuler, assurez-vous de poursuivre les mesures de prévention en dehors de l'établissement.
notamment en vérifiant que les conseils individuels de prévention sont connus et compris de tous. Pensez aussi à distribuer chapeaux et casquettes et à installer les personnes à l'ombre. Et donnez-leur 1 ou 2 bouteilles d'eau au départ le matin. Alors, en ce qui concerne maintenant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, vous devrez veiller à ce que soient accessibles à chaque instant non seulement les consignes médicales individualisées, et notamment les adaptations thérapeutiques établies par le médecin traitant de chaque résident, mais aussi les protocoles de surveillance et de prise en charge en cas de forte chaleur. Par ailleurs, repérez les résidents les plus à risque et pesez-les si possible tous les jours. Sinon, pensez à les peser quand même en cas de modification du comportement, car le poids constitue un élément de surveillance simple. Alors, nous allons voir maintenant quels sont les signes d'alerte que vous devez rechercher et quelles sont les conduites à tenir. Alors, tout d'abord, les signes témoignant que la prévention est insuffisante. Et en premier lieu, vous devez régulièrement rechercher des signes de déshydratation. Et ce n'est pas toujours facile, loin de là. Car chez le sujet âgé, les signes classiques de déshydratation attendus ont souvent disparu. Effectivement, Nathalie, la soif est non exprimée ou tout simplement non ressentie. Et la sécheresse de la langue n'est pas un signe de déshydratation. C'est une personne âgée et respirant par la bouche. Par ailleurs, le pli cutané perd de tout son sens sur une peau qui a perdu son élasticité. Donc, les signes cliniques fiables de déshydratation sont la sécheresse du sillon gingivo-jugal et l'hypotonie des globes oculaires. Et ces signes, vous allez les rechercher régulièrement car ils vont vous aider à dépister précocement une déshydratation. L'objectif étant d'alerter le plus rapidement possible. Et pour vous aider à mener à bien cette mission de dépistage, on va voir maintenant les différents tableaux cliniques que vous pourriez être amenés à rencontrer. Et la conduite à tenir pour chacun d'eux. Alors, premier cas de figure, Nathalie, vous êtes en présence d'un résident qui présente les signes suivants. Une perte de poids, une oligurie, c'est-à-dire pas d'urine depuis 5 heures. Des crampes, une hypotension orthostatique. Et une tachycardie. Vous avez déjà fait le diagnostic, vous êtes en présence d'une déshydratation. Vous devez faire boire immédiatement votre résident, même en l'absence de soif. Augmentez les boissons et maintenez impérativement une alimentation hydratante à base de fruits, de yaourt ou de soupe. Vous pourrez aussi lui donner à boire une solution de réhydratation orale faite maison, dont Nathalie va se faire une joie et un plaisir de vous donner la recette. Alors, pour préparer cette solution maison, vous prenez 1 litre d'eau auquel vous rajoutez 6 cuillères à café de sucre et 1 cuillère à café de sel. En faisant attention bien sûr au régime sans sel et chez les diabétiques. La solution peut se conserver 12 heures à température ambiante et 24 heures au réfrigérateur. Voir avec le médecin traitant s'il est possible de diminuer ou d'arrêter les diurétiques. Deuxième cas de figure. Alors, votre résident présente une soif intense accompagnée d'au moins un des signes suivants. Une sécheresse du sillon gingivo-jugal. Une perte de poids supérieure à 5%, une fatigue extrême, des vertiges, une somnolence, voire une perte de connaissance. Vous êtes en présence d'une déshydratation grave dont le risque vital est engagé. Vous appelez le 15 en urgence bien sûr et en attendant les secours, vous placez le résident au frais. Et s'il n'a pas de trouble de conscience, vous le faites boire. Ou vous débutez une réhydratation intraveineuse après accord du médecin régulateur. Ces déshydratations graves surviennent souvent chez des résidents à risque présentant des troubles cognitifs. Qu'ils soient liés à la démence ou à une pathologie psychiatrique chronique, mais on les retrouve aussi en cas de trouble de la déglutition ou en cas de perte hydroélectrolytique majeure. Comme lors de la prise de diurétiques ou la présence d'une diarrhée, de vomissements ou de fièvre. Troisième et dernier cas de figure maintenant Nathalie, vous êtes en présence des signes suivants. Une température corporelle élevée supérieure à 39. Des maux de tête violents, des nausées, voire des vomissements. Des contractures musculaires avec sensation de muscles de bois. Des troubles du comportement inhabituels comme une confusion.
une perte de connaissance, voire de convulsions. Dans ce cas, vous êtes en présence d'un coup de chaleur. Vous appelez bien sûr le 15 en urgence et en attendant les secours, vous allez rafraîchir le plus rapidement possible votre résident. Soit vous couchez la personne et vous l'enveloppez d'un drap humide ou à défaut vous l'aspergez d'eau. Soit, au mieux, vous lui donnez une douche fraîche sur un chariot douche sans l'essuyer. Mettez en place une ventilation efficace avec un ventilateur ou mettez le résident dans une pièce climatisée. Si la personne est consciente et lucide, vous lui donnerez de l'eau fraîche et vous évitez, s'il vous plaît, de le bombarder d'antipyrétiques type paracétamol et encore moins d'aspirine car inefficace et délétère. Un élément important à signaler, c'est qu'en cas de coup de chaleur, il ne faut pas hyperhydrater la personne qui n'a pas une déshydratation importante associée, car c'est à la fois inutile et potentiellement délétère chez les personnes âgées, du fait du risque d'hyponatrémie, de dilution ou de surcharge. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas du tout leur donner à boire. Il est tout à fait vrai, Nathalie, qu'on a tous un peu tendance à penser qu'il y a sûrement une déshydratation associée et être un peu interventionniste dans ces moments. Mais rappelez-vous que l'absence de sécheresse du sillon gingivo-jugal et d'hypotonie oculaire et la présence d'une fièvre élevée, supérieure à 40, vous orientera vers un coup de chaleur sans déshydratation importante associée. Et dans ce cas, vous éviterez donc toute réhydratation intensive. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur la conduite à tenir lors d'une vague de chaleur et on vous en rappelle les principaux éléments. Les personnes âgées, vous le savez, sont particulièrement fragiles et vulnérables à la chaleur parce que leurs capacités d'adaptation sont limitées ou pour le moins diminuées. En cas de vague de chaleur, votre MEDCO est le chef d'orchestre. Il rédige et fait appliquer les protocoles adaptés à chaque niveau de risque. Vous devrez mettre en place des mesures pour protéger vos résidents des coups de chaleur, dont la ventilation pour favoriser l'évaporation de la sueur. Et la réhydratation qui doit être systématique. Pensez à surveiller d'encore plus près les résidents fragiles et recherchez les signes de gravité dès que vous constatez quoi que ce soit d'inhabituel chez un résident. Afin d'alerter le plus rapidement possible. Car, rappelez-vous, la déshydratation, ça tue et ça tue vite. Et le maître mot de la fin, Nathalie, étant prévention. Absolument. Voilà, nous arrivons à la fin de cette formation et nous vous remercions de l'avoir suivie. Nous vous donnons donc rendez-vous dans une prochaine vidéo formation. Merci de votre attention et à bientôt. Merci à vous, à bientôt.